Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette formation pour devenir développeur blockchain. Dans ce premier cours, nous allons voir comment fonctionne la blockchain, qu'est-ce que c'est en gros. Je fais souvent l'analogie avec Amazon Web Services. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment fonctionne Amazon Web Services pour vous en servir. La blockchain, ça sera pareil. On va apprendre au fur et à mesure, mais ça ne nous empêchera pas de créer nos premiers contrats intelligents. Alors, pourquoi devenir développeur blockchain? Tout d'abord, c'est un secteur en plein boom. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Au niveau des startups, des grosses entreprises de la tech, des banques, des gouvernements, même le gouvernement français a une feuille de route pour la blockchain. Diverses entreprises et services. Au niveau des salaires, pour les startups, on est entre 60 000 et 90 000 euros bruts par an. Et au niveau des grosses entreprises, on est entre 90 000 et 180 000 euros bruts par an, voire plus d'ailleurs. Les prérequis, et j'insiste là-dessus, commencer la programmation par la programmation blockchain, c'est une mauvaise idée. Si vous ne savez pas coder dans un langage comme JavaScript, Java, PHP, Python, C, C++ ou autre, je vous suggère d'abord de développer vos compétences au niveau de ces langages. Moi, j'estime que la blockchain, c'est une espèce de surcouche, mais qu'il faut d'abord avoir des connaissances dans d'autres langages. Comprendre les principes de base de la cryptographie, mais pas de panique, on va voir ça juste après. Comprendre les principes de base de la blockchain, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi la blockchain? La blockchain répond au problème de double dépense. Un fichier peut être dupliqué lorsqu'il est transmis. En revanche, lorsque la quantité transférée est un actif numérique, il est important de s'assurer que celui qui transmet l'actif n'en garde pas une copie. C'est ce qu'on appelle le problème de la double dépense. Ce problème a été pour la première fois résolu par la blockchain Bitcoin. Ce problème doit être absolument résolu pour toute blockchain afin de permettre le transfert de valeur correcte d'un nœud à un autre. La blockchain permet aussi de supprimer les intermédiaires, comme les notaires, avocats ou comptables. Il y a aussi une autre question, c'est est-ce que finalement on peut faire confiance à ces intermédiaires? Dans la grande majorité des cas, oui, mais dans l'histoire, il y a toujours eu des cas, des histoires, des témoignages où on voit qu'on pouvait finalement pas faire confiance à ces notaires, avocats et comptables, même s'ils sont très rares, mais ça peut arriver. La blockchain est une révolution technologique. Vous pouvez transmettre de la valeur, des propriétés, des maisons, des appartements, des voitures et autres biens de façon sécurisée grâce aux contrats intelligents. Les contrats intelligents, c'est ce qu'on va apprendre à développer avec le langage Solidity. Il n'y aura plus d'intermédiaires dans le processus de vente, c'est ce qu'on a dit avant. C'est moins onéreux et encore plus sécurisé grâce aux contrats intelligents. Le transfert d'argent rapide dans le monde entier, effectivement, quand on transfère de l'argent déjà au sein d'un même pays, des fois ça peut prendre plusieurs jours. Donc ici, c'est fait en quelques secondes, voire quelques minutes. Plus de capacité aussi grâce à ces milliers d'ordinateurs, chaque ordinateur est un nœud qui travaillent dans un même réseau. Les domaines potentiels de la blockchain, ça peut être les droits digitaux, les paris en ligne, les marchés privés équitables, dérivés, le management de la dette, l'assurance maladie, et je vois plein de blockchains en ce moment qui émergent au niveau de l'assurance maladie, microfinance, e-commerce, système de paiement, les élections, les votes pour comptabiliser les votes de façon sécurisée et enfin la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, c'est un registre, finalement un carnet qui contient toutes les transactions d'une monnaie virtuelle. Donc la blockchain Bitcoin, c'est un espèce de carnet, un registre qui contient toutes les transactions au niveau du Bitcoin depuis la première. La blockchain grandit lorsque l'on rajoute des blocs. C'est quoi un bloc? C'est un ensemble horodaté et validé des transactions, crypto-monnaies, contrats, données arbitraires. Les blocs sont liés les uns aux autres et forment la blockchain. On verra comment ils sont liés les uns aux autres dans quelques instants. Les transactions ajoutées sont traitées par des ordinateurs connectés au réseau, nœuds. Les blocs sont ajoutés au réseau en ordre chronologique. La blockchain Ethereum permet d'y héberger des contrats intelligents avec l'Ether comme monnaie. Et nous, ce qu'on va apprendre, c'est vraiment à développer des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. La blockchain est designée de façon à être durable et n'est pas contrôlé par une entité. Chaque ordinateur est membre de cette communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir et effacer des choses, histoire de cacher des choses. Une fois qu'on a mis des choses dans la blockchain, elles sont dans la blockchain pour toujours. Il y aura toujours une trace de ces transactions. Donc une définition plus formelle, une blockchain est un registre distribué basé sur une structure de données appelée chaîne de blocs.
Les transactions sont stockées dans des blocs qui sont chaînés les uns aux autres, d'où le nom de chaîne de blocs. Blockchain. Un bloc contient, en plus de transactions, l'empreinte digitale du bloc précédent. On va voir ça un peu plus tard. La modification d'une transaction modifie donc non seulement le bloc auquel il appartient, mais l'ensemble des blocs qui le suivent. La structure en chaîne de blocs confère au registre distribué son immuabilité. Souvent, par abus de langage, on désigne par blockchain tout type de registre distribué et non seulement ceux qui sont basés sur une chaîne de blocs. Alors, il faut savoir qu'une blockchain est déployée sur un ensemble d'ordinateurs. Chaque ordinateur constitue un nœud du réseau. C'est ça le concept de nœud. En fait, la blockchain, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs, des nœuds qui sont connectés entre eux. On distingue habituellement les nœuds complets qui contiennent une copie complète de la blockchain et les nœuds légers qui hébergent une version minimale de la blockchain, leur permettant de participer aux échanges sur le réseau. Vous avez peut-être entendu parler du concept de mineur, mais qu'est-ce que font les mineurs? Qui ils sont? Ils hébergent une copie de la blockchain, ils ajoutent de nouvelles listes de transactions blocs à la blockchain, ils vérifient l'intégrité de la blockchain, ils génèrent de nouveaux coins, et ils exécutent les contrats intelligents. Donc quand il y a une transaction sur la blockchain, c'est les mineurs qui vérifient si cette transaction est finalement valide. Une bonne métaphore de la blockchain que j'ai trouvée, on pourrait dire que la méthode traditionnelle de partage de documents en collaboration consiste à envoyer un document Microsoft Word à un autre destinataire et à lui demander d'y apporter des modifications. Le problème avec ce scénario est que vous devez attendre de recevoir une copie de retour avant de pouvoir voir ou apporter d'autres modifications, car vous ne pouvez pas modifier le document tant que l'autre personne ne l'a pas terminé. Par exemple, dans le passé, ce qu'on faisait quand on n'avait pas Google Docs, c'est qu'on envoyait un document Word, on devait attendre que la personne le modifie et ensuite elle nous le rendait. C'est ainsi que fonctionnent les bases de données aujourd'hui. Deux propriétaires ne peuvent pas modifier le même enregistrement en même temps. C'est ainsi que les banques gèrent les soldes et les transferts d'argent. Elles verrouillent brièvement l'accès ou diminuent le solde pendant qu'elles effectuent un transfert, puis mettent à jour l'autre partie, puis rouvrent l'accès ou mettent à nouveau à jour. Avec Google Docs ou Google Sheets, les deux parties ont accès au même document au même moment. Et la version unique de ce document est toujours visible par les deux parties. C'est comme un grand livre partagé, mais c'est un document partagé. La partie distribuée entre en jeu lorsque le partage implique un certain nombre de personnes. Imaginez le nombre de documents juridiques qui devraient être utilisés de cette manière. Au lieu de se les passer les uns aux autres, de perdre la trace des versions et de ne pas être en phase avec l'autre version, pourquoi tous les documents commerciaux ne pourraient-ils pas être partagés au lieu d'être transférés dans les deux sens? De nombreux types de contrats juridiques seraient idéaux pour ce type de flux de travail. Vous n'avez pas besoin d'une blockchain pour partager des documents, mais l'analogie des documents partagés est puissante. Comment fonctionnent maintenant les transactions? Le registre d'une blockchain est constitué de transactions. La transaction la plus simple, c'est l'échange d'actifs numériques d'un nœud à l'autre. Donc par exemple, je suis une personne A et j'envoie 2 Ethers à une personne B. Une transaction peut aussi se faire d'un nœud vers un contrat intelligent dans le cadre de l'exécution d'un contrat intelligent sur une blockchain programmable comme Ethereum. Donc ça d'ailleurs, on va apprendre à le faire en Solidity, à mettre de l'argent sur un contrat intelligent. Donc une transaction se fait entre deux adresses avec un certain montant. Voici les données d'une transaction. Vous avez le from, de où en fait, qui a donné de l'argent et à qui, le tout. La valeur, c'est un entier en Wei. Alors il faut savoir qu'un Ether c'est 10 puissance 18 Wei. Vous avez le gaz, on verra ce que c'est plus tard, mais c'est le montant maximal de gaz utilisé ici. Donc le gaz finalement, c'est... Quand vous faites une transaction, il faudra rémunérer les mineurs. Pour qu'ils valident cette transaction, ils dépensent de l'électricité, donc il faut bien les rémunérer. Vous avez aussi le gas price, le montant de Wei par gaz. Donc on va faire une analogie avec la voiture dans un instant. Le data à string byte, on verra ce que c'est plus tard, et le nonce, qui est un entier qui est incrémenté à chaque transaction pour éviter les attaques de type replay. Analogie du gaz. Donc le gaz limite, ça serait quoi? Par exemple pour une voiture, ça serait la capacité du réservoir d'une voiture en litres. Le gas price, ça serait le prix du litre de carburant. Donc par exemple pour une voiture, ça serait 1,50 € par litre, et pour l'Ethereum, ça serait par exemple 20 Gwei par gaz. Un Ether est égal à 10 puissance 9 Gwei. Pour remplir le réservoir, il faut 50 litres à 1,50 € égale 75 €. Mais au niveau de la blockchain, pour faire une transaction, il faudrait par exemple 21 000 unités de gaz à 20 Gwei par gaz, ce qui donnerait 0,00042 Ether.
Venons au concept de signature. Alors, la signature numérique d'un document garantit à la fois le contenu de ce document et l'authenticité de la personne qui en est l'auteur. Pour cela, l'auteur prend une empreinte numérique du document, son hash, et le crypte avec sa clé privée. On va voir ce que c'est tout cela, clé privée, le hash, etc. Ainsi, il suffit à réception du document de décrypter avec la clé publique de l'expéditeur l'empreinte numérique. C'est finalement la garantie de l'expéditeur et la comparer à l'empreinte du document dont on veut vérifier l'authenticité, la garantie du document. La signature numérique est systématiquement sur une blockchain pour passer une transaction, par exemple. La signature est utilisée pour prouver la propriété d'une adresse sans exposer sa clé privée. Prouver surtout qu'il n'y a pas eu de falsification. Or, pour votre culture, l'algorithme utilisé est ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Les signatures ECDSA se composent de deux nombres entiers R et S. Ethereum utilise également une variable V qui est un identifiant de récupération supplémentaire. La signature peut être notée RSV. Alors là, vous avez plus d'informations sur le lien ci-dessous. Je vous le mettrai en description de la vidéo, bien entendu. Qu'est-ce qu'une clé privée? Qu'est-ce qu'une clé publique? Une clé, en fait, c'est un terme issu de la cryptographie. C'est une chaîne de caractères qui permet de signer, la signature qu'on a vue avant, chiffrer ou déchiffrer un message. On distingue en cryptographie les clés privées qui doivent être gardées secrètes des clés publiques qui peuvent être divulguées à tous. Techniquement, la clé publique dérive par un calcul irréversible de la clé privée. Par exemple, la clé privée d'un utilisateur lui permet de transmettre un actif qui lui appartient à un autre nœud de la blockchain. Donc à partir du moment où on a une clé privée pour un compte Ethereum, on peut transmettre de la valeur. Si on a juste la clé publique, on ne peut pas la transmettre. Jusqu'à présent, quand des bitcoins ont été volés à leurs détenteurs, cela a été dû à un vol de clé privée et non à une défaillance de la blockchain Bitcoin. Donc, très important, chaque compte dans le réseau Ethereum possède une clé privée et une clé publique. Chaque compte Ethereum est représenté par une adresse qui est simplement un hash de la clé publique. Les comptes peuvent utiliser leur clé privée pour signer une transaction renvoyant une signature de cette transaction. Tout le monde peut vérifier la signature générée pour récupérer la clé publique, l'adresse du signataire et vérifier l'intégrité du message, qu'il s'agit du même message qui a été signé en fait par le signataire. Chaque clé privée est différente, donc vous n'aurez jamais deux clés privées qui seront les mêmes. C'est la clé à ne jamais communiquer, c'est celle qui vous permet finalement d'accéder à votre argent virtuel. La clé publique peut être récupérée à partir de cette clé privée. Donc on a une clé privée, il est possible à partir de cette clé privée de récupérer la clé publique. Mais attention, il n'est pas possible à partir de la clé publique de récupérer la clé privée. Ça, c'est tout le concept de hash. Et en gros, à partir de la clé privée, on peut former la clé publique. Et à partir de la clé publique, on peut former le compte Ethereum. Un peu plus sur la cryptographie, le hash d'un fichier est une empreinte numérique de ce fichier. Techniquement, il s'agit d'une chaîne de caractères de longueur fixe calculée à partir du fichier par l'action d'une fonction appelée fonction de hachage. On verra ça dans la slide suivante. Cette empreinte a la propriété d'être caractéristique du fichier tout en ne permettant pas, en tout cas pratiquement pas, d'inférer le fichier à partir de son empreinte. La plupart du temps, pour des raisons à la fois d'espace mémoire et de confidentialité, seules les empreintes des données sont stockées dans la blockchain et non les données elles-mêmes. Alors regardez ici, vous avez une entrée, vous avez une fonction de hachage et vous avez la sortie. Donc on va transformer Fox, et on va hacher Fox et ça va donner un résultat ici. Donc comme vous pouvez le voir, Fox donne ce résultat. The red fox jumps over the blue dog donne ce résultat. Et là on change juste le U ici au lieu du V et vous pouvez voir que le résultat est complètement différent alors qu'on a changé qu'une lettre ici. Pareil ici, on intervertit deux lettres, le résultat est complètement différent. Pareil pour ici. Donc il faut savoir que si vous changez juste une lettre, juste une petite donnée par rapport à une phrase ou autre, le résultat sera complètement différent. La même donnée, donc si on fait deux fois un hash de Fox, on aura toujours la même sortie au niveau du hachage. On dit en fait que c'est déterministe. La sortie est rapide à calculer. Il n'est pas possible à partir de la sortie de trouver l'entrée, sauf en faisant un brute force. Donc en essayant de trouver toutes les possibilités jusqu'à qu'on la trouve,
Mais bon, bon courage. Le moindre petit changement dans l'entrée va complètement changer la sortie. Et c'est en fait ce principe de hachage qui permet aux blocs de communiquer entre eux et surtout qui constitue l'intégrité des blocs. Donc là, vous avez un bloc vert qui est le résultat du bloc bleu qui est un hash de 1, 2, 3 par exemple et du bloc jaune qui est un hash de 4, 5, 6. Ici, notre bloc bleu et notre bloc jaune vont ensemble se lier pour former un bloc vert. Ici, on va rajouter un autre bloc marron. Le résultat du bloc marron et du bloc vert va donner un bloc kaki. Donc en fait, tous les blocs, ils sont liés par leur hash. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que si on change le hash du bloc bleu, donc par exemple, on mettrait hash de 9, 10, 11, bah ça changerait sa couleur, et du coup, tous les blocs suivants seraient aussi impactés. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait du coup changer tous les blocs dans la blockchain. Et le truc aussi, c'est que tous les blocs sont copiés sur tous les nœuds du réseau. Donc il faudrait changer tous les blocs sur tous les nœuds du réseau. Et c'est ça qui fait que finalement la blockchain est tellement sécurisée. C'est qu'une fois qu'on a rentré une donnée dedans, elle y reste et elle n'est pas modifiée. Donc ici, vous avez le principe de fonctionnement de MyEtherWallet qui permet du coup de faire des transactions. Bon, c'est un wallet, un portefeuille, donc vous pouvez mettre de l'argent dessus, tout simplement des Ethereum dessus. Donc regardez, en premier, on signe une transaction, ça c'est que la clé privée. Ensuite, on envoie la transaction. Donc là, la transaction, ensuite, elle va sur un node MyEtherWallet ou un autre node Etherscan Infura. Ensuite, cette transaction, finalement, elle arrive dans ce qu'on appelle une piscine des transactions signées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs, ensuite, vont vérifier ces transactions pour voir si tout va bien. Donc ils vérifient d'abord les transactions qui rémunèrent le plus. Quand vous faites une transaction, vous pouvez stipuler le montant en gaz que vous allez attribuer à cette transaction. Donc les mineurs, ils sont assez malins, ils prennent les transactions en premier qui rémunèrent le plus. Ensuite, les mineurs mettent les transactions dans un bloc et ajoutent ce bloc à la blockchain. Et ce qui va nous intéresser, nous, surtout, c'est la création de contrats intelligents. C'est quoi les contrats intelligents? C'est finalement du bytecode stocké dans la blockchain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on rédige dans un langage de très haut niveau qui est Solidity un programme. Ce programme est compilé, il est changé en bytecode et ensuite exécuté dans l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Le bytecode est déployé sur Ethereum dans une transaction, dans le champ data de la transaction. Une fois sur la blockchain, il faut savoir qu'il est impossible de modifier ou supprimer le contrat. Il est accessible sur tous les nœuds à jour, et pour interagir avec le contrat, il faut utiliser une machine virtuelle qui interprète le bytecode. Donc EVM, Ethereum Virtual Machine, c'est une machine quasi Turing complète, avec environnement d'exécution des contrats intelligents. C'est là-dessus que vont s'exécuter les contrats intelligents, que vont se déployer les contrats intelligents. Voilà pour ce premier cours, une introduction à la blockchain. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave, rassurez-vous, vous allez apprendre en codant. D'ailleurs, j'ai personnellement appris à coder sur la blockchain avant de réellement comprendre exactement comment ça marchait. C'est pas dramatique, ce qui est bien, c'est qu'on apprend en fait en codant, vous allez voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et à très bientôt pour le prochain cours qui sera sur Solidity. Ciao ciao.